Hello à tous et bienvenue dans ce 10 Comics du mois d'octobre 2023. Émission mensuelle comme toujours, on est donc parti pour voir 10 comics qui sortent en français en ce joli mois d'octobre. Enfin à peu près joli, hein. L'hiver arrive, il fait moche, hein. Certes, mais je tiens à rappeler que ce n'est pas un top, c'est juste 10 bonnes sorties que j'ai envie de mettre en avant. Et il y en a 10 parce que on compte en base 10, alors pourquoi pas, hein? Car alors qu'on est en octobre, il y a déjà des gens qui commencent à fêter Noël, parce qu'il est interdit par la loi de skipper le roi des citrouilles. Bordel. Eh bien nous, on continue à vivre dans des pages en 2D remplies de bulles. Et on commence cette sélection de 10 comics avec du lourd, du très... Non, on n'est pas sur Halluciné. Non, on commence avec un récit de Tom King, que pour le coup, j'ai adoré. Bon, en général, de toute façon, j'aime bien le scénariste, hein, même si certains titres, comme par exemple son Gotham City année 1, me laissent très de marbre. Voilà. Mais Human Target, c'est le feu. Réellement. On revient ici, comme souvent avec le scénariste, sur un personnage un peu obscur de DC, Christopher Chance, un gars qui gagne sa vie un peu dangereusement en tant que la cible humaine. Il prend la place de ceux qui le payent afin qu'il déjoue les tentatives d'assassinat sur ses clients. Sa mission actuelle prend la place de Lex Luthor. Et pas de souci, il déjoue la tentative d'assassinat. Sauf que pas de bol, il y avait 2 tentatives d'assassinat en même temps. Et s'il a certes arrêté l'assassin pendant le discours, eh bien il a bien bu le poison. Il lui reste donc que quelques jours à vivre. 12 en fait. Et ça tombe bien parce que c'est le nombre de numéros de la série. 12 numéros et donc 12 jours pour trouver qui l'a empoisonné et résoudre ce dernier mystère avant d'aller manger les pissenlits par la racine. Et ça tombe bien parce que la liste des suspects, elle est plutôt courte, parce que le poison, il est un brin spécial. En fait, figurez-vous que seuls les membres de la Justice League International ont pu mettre la main dessus. Ça veut dire que un héros a petit 1 voulu tuer Lex Luthor, et petit 2 qu'on va essayer de le démasquer. On ira donc interroger tous les membres de cette Justice League, de Batman à Guy Gardner, en passant par Rocket Red. On verra amour et crime naître. On fait un tour d'une partie de l'univers DC, on apprend à faire le deuil de soi-même, ou pas vraiment, c'est compliqué à dire en fait. Faut dire aussi que c'est compliqué à faire, en fait. Et en fait, c'est cette partie compliquée qui me plaît beaucoup, où je serais assez en peine en fait de vous donner une morale. Parce que, à part que la vie c'est compliqué, que la mort c'est compliqué, que l'amour c'est compliqué, j'arrive pas à sortir de vraie morale. À part que Greg Smallwood il dessine super bien sa mère. Bref, pour moi c'est quand même un immanquable. Franchement. Bon, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup les histoires de jeunes mutants dans l'univers X-Men. Et du coup, j'adore le titre dont on va parler aujourd'hui, Génération X. Une équipe de jeunes qui n'ont pas vraiment envie d'être des héros, ni même des X-Men, parce que les X-Men ne sont pas toujours des héros. C'est compliqué. Mais ils sont un peu forcés par le destin et aussi l'invasion de la force extraterrestre Phalanx à en gros être un peu regroupés et finalement à faire équipe. On y trouve des gens aussi divers que Jubilee, Husk, Chamber. Bref, vous allez découvrir des personnages peu connus, je pense que la plus connue c'est Jubilee, voilà, mais tous très attachants. Et on va aussi avoir quand même quelques adultes pour les accompagner, ces jeunes assez étonnants, puisque l'équipe accompagnatrice, finalement ce sera John Cassidy, le hurleur, et Emma Frost, qui à l'époque est encore plus souvent du côté des antagonistes que des héros encore. Bref, c'est une équipe assez disparate et qui marche quand même plutôt bien.
Bref, c'est un titre qui oscille entre aventure et comédie. Nous avons ici le droit en fait au tout début de l'équipe. En fait, avec aussi leurs quelques apparitions dans les titres qui tournent autour au tout début, que ce soit dans les titres X-Men ou pas d'ailleurs. Bref, pour découvrir des personnages X-Men très peu mis en avant, comme Skin, Penance ou encore Monet Sainte-Croix, ou bien encore pour s'amuser un bon coup, franchement, c'est l'occasion et c'est un titre que j'aime beaucoup. Ah, et d'ailleurs, ça me rappelle qu'en fait, je sais jouer le générique des X-Men à l'Ocarina. C'est parti. Certes. On passe à la suite. Bon, on a rarement des récits des années 50 par chez nous. Mais les récits d'horreur de ces années-là, on a quand même un peu plus de bol là-dessus, par chez nous. Ici, c'est l'éditeur Achilleos qui nous propose tout simplement l'intégrale des 27 numéros de ce titre de l'éditeur EC Comics, éditeur majeur de cette époque, et l'un des plus touchés par la censure au milieu des années 50, au point de devoir fermer carrément ses portes. On est donc ici sur Crime Suspense Stories, un titre anthologique avec de magnifiques artistes comme Wally Wood, Al Fedelstein, Harvey Kurtzman, Frank Frazetta, Otto Binder, Al Williamson, et j'en passe, c'est des meilleurs. Bref, c'est déjà un excellent point en fait, un peu une équipe all-star à tous les niveaux. Chaque numéro contient 4 histoires, plus ou moins courtes de qualité, donc je vous laisse faire le calcul vite fait, mais bon, 27 x 4, ça nous fait 108 supras-histoires. Et sur ces histoires, justement, on peut dire qu'on a un peu une inspiration film noir très très forte. La plupart des histoires ne se concentrent ni sur des policiers d'exception ou sur des vilains de dingue, mais on est plutôt sur des crimes commis par des personnes lambda, des personnes ordinaires, et souvent sur leurs états d'âme. Et c'est vraiment intéressant en fait. Pour tout dire, Crime Suspense Story, ce sera l'un des tout premiers titres annulés suite aux commissions sénatoriales en fait de l'année 54. Vous savez, en fait, la couverture est carrément passée au Sénat américain, en fait, la couverture à la tête coupée. Ce qui explique certes la couverture choisie par Achilleos en France, même si vraiment c'est... À part ce côté historique pour les gens qui savent, c'est-à-dire vraiment pas grand monde, je trouve pas qu'elle pousse beaucoup à l'achat, cette couverture. Mais il faut pas juger un livre à sa couverture parce que c'est vraiment dommage, c'est une excellente anthologie d'horreur criminelle que vous rateriez si jamais vous vous bornez à seulement la couverture. Bon, je vais mettre un petit accessoire pour la suite. Voilà. J'adore le format des Chronicles, c'est notamment leur travail éditorial. Et j'essaye, je l'avoue, de ne pas remplir cette émission en fait avec leurs titres. Mais il y a des moments où, quand même, il faut. C'est à mon avis le cas ici. Le sommaire est en fait assez simple à résumer. On a 5 numéros de Detective Comics et la mini-série en 4 numéros, Batman le Culte, déjà édité à part par Urban depuis quelques années déjà. Et le culte, c'est super bien, C'est Jim Starlin et Bernie Wrightson qui vont faire se confronter Batman au diacre Blackfire, qui se monte en fait une armée de sans-abri fanatiques dans un récit très sombre qui préfigure, à mon humble avis, la séquence du labyrinthe au début de la cour des hiboux. C'est un récit qui pousse Batman dans ses retranchements et c'est déjà un classique en lui-même en fait ce titre. Mais, et ça je pense qu'il y a moins de personnes qui vont en parler, je vous dirais surtout de ne pas oublier les 5 numéros de Detective Comics non plus. Parce que c'est John Wagner qui scénarise et surtout, c'est un de mes dessinateurs de Batman préférés, Norm Breyfogle. Et certains des récits ici sont trop bien. Batman à Londres, un aborigène qui vient chercher un artefact sacré jusqu'à Gotham, et surtout la duologie The Fear, avec le vilain Cornelius Sturck, qui m'a beaucoup marqué parce que déjà visuellement, Breyfogle lui donne une aura de dingue, et en plus c'était assez bien écrit. Bref, pour moi, là écoutez, c'est un Chronicles dont en fait... pratiquement chacune des histoires en fait vaudrait le coup déjà à elle-même, donc pour moi c'est un immanquable à mon humble avis. Bon, je vais pas vous mentir, en termes de Star Wars, pratiquement les seules choses que je suis en fait en ce moment, c'est la Haute République. Un univers de romans et de comics qui se situe bien avant les films et excessivement intrigant avec des personnages assez attachants. Et d'ailleurs, l'un de ces personnages que j'aime beaucoup, c'est Porter Ungle, surnommé le Sabre, à cause de son immense maîtrise du sabre laser.
Voilà, hein, j'ai pu le connaître en fait vieux et cuisinier dans la phase 1, mais en fait là on est un peu au début d'une espèce de phase 2, en tout cas c'est comme ça qu'ils appellent, et en fait cette phase 2 elle se situe avant la phase 1, c'est genre une préquelle. Donc en fait ce personnage je le rencontre jeune et à son prime et c'est vraiment cool en fait. Le scénario de Charles Soule est vraiment très sympathique, hein, que ce soit en mettant notre Porter Engle dans une occasion de le voir utiliser finalement toute sa maîtrise du sabre laser, mais aussi en fait d'approfondir la relation avec celle qu'il appelle sa sœur, Barash. Mais c'est finalement le dessin de Jethro Morales et de Marco Castiello qui excelle justement à mettre en avant les prouesses martiales de ce personnage, Porter, qui m'a décidé en fait de mettre en avant cette série. Parce qu'on a des moments de bravoure vraiment extra, de la bonne caractérisation, on a de la bonne mise en place de personnages, enfin... Non, vraiment, c'est du bel ouvrage. Et oui, c'est la partie service après conseil de l'émission, et oui, donc on en a déjà parlé, mais l'intégrale des Tortues Ninja, ça continue chez iComics, et c'est toujours aussi bien. Pareil pour Poison Ivy Infinite, qui continue sa route florale et meurtrière dans son tome 2 chez Urban Comics. Voilà, c'était un peu tout pour le service après conseil des titres dont on a déjà parlé dans cette émission, le retour à la sélection. Et pour reprendre cette sélection comme il se doit, eh bien pour le coup on va parler d'une adaptation d'une nouvelle en comics que pour le coup j'ai déjà lue. Bonjour, je suis le romancier, et si vous désirez vous aussi lire cette nouvelle de Neil Gaiman, elle s'appelle tout simplement Snow, Glasses and Apples, en VO, et elle est traduite en français chez l'éditeur Au Diable Vauvert, dans le recueil nommé Miroirs et Fumées. Oui, enfin moi j'aurais pu aussi le dire moi-même, ça, pour le coup, je l'avais lu. Hein. Bref, c'est une excellente nouvelle de Neil Gaiman, et c'est une nouvelle qui propose une autre vision sur le conte de Blanche-Neige. Celle-ci est en fait une vampire maléfique, et où la méchante reine, avec des guillemets, est la seule en fait qui voit clair dans le jeu de Blanche-Neige et qui essaye donc de tuer une créature démoniaque. Alors le tome n'est certes pas grand, on est sur 88 pages d'histoire seulement, mais bon c'est Colin Doran qui dessine et moi j'aime beaucoup son dessin en fait. Colin Doran ne fait qu'adapter le texte, je crois que Neil Gaiman lui-même n'a rien fait sur cette transposition en comics, mais ça reste génialement fait. Et puis pour le symbole, c'est très joli que cette nouvelle, qui a été écrite à la base en 1994 en fait, pour financer le Comic Book Legal Fund, soit adaptée bien plus tard en comics en fait. C'est presque de la poésie. Il y a bien longtemps, non pas dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre monde, le genre du romance comics a dominé le monde du comic book américain. Notamment, on va dire, pour résumer, dans les années 50. Je vous avoue que je préfère les premiers romance comics, des années 47 à 54 environ, avant que le Comics Code Authority ne pousse à l'auto-censure encore plus forte, il y en avait déjà une petite qui commençait à arriver, dans ce genre. Et cette série, Love Everlasting, signée de Tom King et Elsa Chartier, revient justement sur le genre du romance comics et ses codes, et c'est foutrement intéressant. On suit ici Joanne Peterson, une héroïne en fait de ce genre d'histoire, mais qui en fait, à chaque fois que son histoire de romance semble arriver à sa conclusion, c'est-à-dire, selon les codes de l'époque, le baiser de rigueur de fin d'histoire, il se passe des choses étranges, notamment l'envoi dans une autre histoire de romance, donc du personnage de Joanne en fait, qui se retrouve en fait modifié, sa vie, ses motivations, un peu comment elle réfléchit, semblent se modifier, se transposer en quelqu'un d'autre, et il y a toute une intrigue au long cours en fait qui se met en place, avec notamment un cow-boy assez persistant, et qui a des arguments assez percutants. Non, franchement, tous les codes sont là et c'est très prenant, il y a plein de petits pieds de nez. Moi, j'aime assez. Ah, Man-Thing, ou L'Homme-Chose en VF, un personnage que j'adore. À ne pas confondre avec le Swamp Thing de chez DC, attention. Non, le Man-Thing, ou L'Homme-Chose, c'est une créature autrefois humaine, mais désormais tout à fait en dehors de l'humanité, qui ne peut que réagir en fait aux émotions des gens qui sont autour de lui. S'il est certes attiré par la gentillesse, il fait par contre brûler tous ceux qui entrent en contact avec lui sous l'effet de l'horreur. Car comme le dit si bien sa catchline, tout ce qui connaît la peur brûle au contact de l'homme-chose.
On a ici en fait le début du personnage, pas mal de ses apparitions dans d'autres titres, comme par exemple Hulk ou Doctor Strange, mais surtout, on a la première série solo de la créature par Steve Gerber qui est incroyable. Steve Gerber, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici et là sur cette chaîne, bref, pour moi c'est un auteur extrêmement imaginatif et iconoclaste, et qui brille un petit peu de toute façon dès qu'on lui donne ou qui crée des personnages qui sortent un peu du canon lambda des Super Slip, comme par exemple Howard the Duck, et donc Mansing. C'est Gerber qui a trouvé en fait la catchline, donc quiconque connaît la peur brûle au contact de l'homme-chose. C'est lui qui va faire vivre aux personnages de superbes aventures très surréalistes, pleines de second degré, et qui n'hésite déjà pas à fracasser ce pauvre quatrième mur, qui finalement n'avait rien demandé. Alors, on a aussi la deuxième série solo du personnage, parce que c'était déjà pas assez. Une série solo donc, qui est de Monsieur Chris Claremont, quand même, un Monsieur X-Men, qui reprend la suite en fait de Steve Gerber et qui met même encore plus l'accélérateur sur le cassage de ce pauvre quatrième mur. Ouais, et en tant que maçon, d'ailleurs, je m'insurge de la surcharge de boulot que ça nous fait de tout le temps réparer le quatrième mur. Non mais c'est vrai, quoi. Et faites pas attention au fait que oui, techniquement, c'est un cosplay de Fallout. Parce que ça va encore plus péter le quatrième mur, et derrière, c'est qui répare? C'est Bibi. Alors merde, arrêtez. Ceci était un message du CDQM, le comité de défense du quatrième mur. Bref, c'est un très bon omnibus que je vous recommande. Ah, Injustice, peut-être l'un des comics liés à un jeu vidéo les plus cool. Et le truc, c'est que si j'aime bien les premières années d'Injustice premier du nom, moi je trouve Injustice 2 bien meilleur. Et notamment sa fin, que nous avons ici dans ce tome 3 en intégrale. On sent vraiment qu'on est dans un univers bien différent, l'un de mes personnages préférés ever, à un moment de suprême bravoure, il y a des conclusions douces amères, il y a des personnages bien écrits. Oui, certes, ça reste un petit peu en plan sur certaines intrigues, parce que la suite de l'histoire, c'est le jeu vidéo, Injustice 2. Mais ce coup-ci, l'auteur, Tom Taylor, se laisse pas prendre au piège en fait dans lequel il était tombé dans le premier Injustice, c'est-à-dire qu'en fait il a un peu réfléchi à ça, que en effet l'histoire elle va peut-être rester un peu en plan, parce qu'il y a le jeu derrière. Donc du coup, plutôt que de mettre en avant les personnages que juste le jeu vidéo n'avait pas, et de juste faire les changements requis, on va dire, pour arriver au bon endroit, ici on a une intrigue de créer avec des personnages vraiment cool, et une grosse en fait qui a pratiquement rien à voir avec le jeu vidéo, et c'est trop cool. Voilà, c'est à base, quand même, excusez du peu, on va aller taper Starro dans l'espace. Ah, et un Starro qui contrôle la rage des Red Lantern. Et on a même des mariages entre vilains à la fin. Non, vraiment, c'est une bonne série, elle est difficile d'accès parce que c'est la suite d'un jeu, et déjà de plusieurs tomes, c'est le tome 3 déjà d'Injustice 2, mais franchement, la qualité est telle que ça mérite quand même d'être mentionné, et surtout ce tome 3 en fait, qui encore une fois, c'est tout ce passage de Starro, c'est des moments de bravoure incroyables pour plein de personnages, qu'on retrouve même pas dans le jeu vidéo. Bref, c'est trop bien. Voilà. Si jamais je devais paraphraser, je reprendrais une phrase du comics, et voilà quoi. Il est temps d'arrêter de prétendre, et d'enfin être des héros. Alors, pardon, mais ça veut rien dire là. Ah, mais je cite un super moment là, merde! Casse pas tout! Alors, peut-être, mais dans le contexte, là, ça veut rien dire. Ah, on passe à la suite. Et dans cette suite, justement, parlons d'un peu de déconnade. Parce que Grizzly Shark, c'est pas un titre sérieux. Mais c'est un titre qui fait du bien. Le pitch, c'est que les requins... les requins, en fait, c'est des ours et ils vivent dans la forêt. Donc si tu t'écorches en randonnée, les requins sont clairement attirés par le sang, te sautent dessus, mais toujours de façon improbable. Un peu comme ils le feraient dans l'eau. Le but ici n'est pas du tout de faire peur. D'ailleurs, on voit assez peu les créatures, on voit plutôt les humains et leurs réactions qui sont surexagérées, et aussi les hectolitres de sang. Enfin bref, on est dans une surenchère extrêmement comique. D'ailleurs, généralement, les requins, leur présence est plutôt figurée par l'aileron ou par la gueule, en fait. Bref, les grandes figures totémiques du requin que nous a appris les Dents de la Mer. Alors oui, c'est gore, c'est un projet de Ryan Otley, le monsieur qui a dessiné la majeure partie d'Invincible,
Mais c'est du gore fait pour être vraiment rigolo, hein, vraiment exagéré à outrance. Donc à moins vraiment d'avoir une horreur absolue à toute vision du sang, vraiment, hein, on est quand même sur un titre drôlatique à souhait. Ça existe vraiment comme mot drôlatique? Eh bien oui. La définition est qu'il y a de la drôlerie, qui est récréatif et pittoresque. Exactement. Et d'ailleurs, pour le coup, dans cette définition, je resterai surtout sur le côté récréatif, parce que c'est vraiment ça en fait qu'il y a à mettre en avant. C'est cool, c'est rigolo, et parfois ça suffit. C'est clairement l'objectif de cette œuvre, et Grizzly Shark remplit cet objectif, ce qui en fait donc une réussite. Avec aussi à un moment d'ailleurs, on va voir l'inverse de ces requins-ours, on va voir des ours-requins qui vivent sous l'eau. Non, c'est un vrai délire, un gros délire à réserver pour s'amuser. Et oui, encore un numéro 1 VO que j'ai bien apprécié. En fait, plusieurs, mais bon, comme j'ai pas encore envie de me ridiculiser en mode poké-rap, on va se concentrer sur un seul, et ce sera de l'indépendant chez l'éditeur Dark Horse Comics. Parce que oui, Opération Sunshine, ou en tout cas le premier numéro, c'était plutôt bien. Ici, on est dans un monde où les vampires sont un peu chelous. Tu veux dire encore plus bizarre que se nourrir de sang, devoir dormir dans la terre de ses ancêtres, se transformer en chauve-souris, parfois même en nuée de chauve-souris, en brume. Oui, plus chelou que tout le curriculum habituel. Parce qu'en plus, les OV, ou vampires originels, original vampire, créent en fait des espèces de sous-vampires en fait en se nourrissant. Cette espèce de sous-vampire qui se fait en fait appeler les bugs, donc les insectes. Ces insectes ont tous les défauts du vampire, le sang, le soleil, tout ça, mais aucun désavantage. Et pire encore, ils sont détestés par les vampires de base qui les chassent un peu à vue pour le sport. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas Jojo, et c'est dans ce contexte en fait qu'on va suivre une des plus anciennes insectes survivantes, essayer de survivre comme elle peut, et se retrouver pris dans un groupe avec un autre insecte, lui nouvellement transformé, et qui d'ailleurs continue à travailler dans sa start-up de transport de sang en mode Uber/Deliveroo, vous savez. Ah, et aussi dans le groupe, il y a aussi, mais bon, il arrive un peu sur la fin, un vampire originel qui semble un peu plus ouvert d'esprit. Bref, le dessin de David Rubin, qu'on a déjà pu voir sur Acer, Rumble ou encore Black Hammer, est très vivant et le scénario est intriguant. Bref, voilà, j'en parle parce que moi j'ai bien aimé. Voilà, c'était cool. Et en parlant de cool, j'espère que cette émission vous a plu parce que c'est la fin. Voilà. Je suis encore désolé, oui, je suis un poil en retard ces derniers temps, oui, voilà. J'essaye de rattraper petit à petit, voilà. En fait, je commence à reprendre le travail un peu plus longuement, donc je suis plus fatigué qu'avant. Donc voilà, mais j'essaye de faire des choses, et voilà. Parce qu'en fait, ça me fait du bien de les faire. J'espère que vous appréciez donc ces efforts. N'hésitez pas, pourquoi pas, mettre un petit pouce, un petit commentaire, parce que c'est pas pour ma petite gloire personnelle, c'est juste parce que les algorithmes ils aiment ça, et que du coup mon travail n'est pas totalement squeezé, non pas par des humains qui ne m'apprécieraient pas, mais par des machines un peu cheloues. Et si Matrix m'a appris une chose, c'est que je dois pas faire confiance aux machines. Et aussi que les lunettes de soleil c'était vachement cool. Mais ça c'est un autre problème, voilà. On a toute une génération qui a été littéralement matrixée par ça. Bref, j'essaye de faire en sorte que le D-Comics de novembre sorte à peu près dans les temps, sachant que j'ai déjà bien commencé l'écriture, donc voilà, donc c'est en bonne route. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre donc aussi sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, éventuellement à venir nous dire coucou sur Discord, parce qu'il y a une chaîne Discord en fait pour la chaîne, à venir écouter les podcasts auxquels je participe ou dont je fais le montage. Cette émission est terminée, salut à tous, ciao.